C'est l'Enervi qui joue un rôle au Sénégal établi depuis une quinzaine d'années, notamment au sein du parti présidentiel de la majorité précédente, avait au départ un rôle qui consistait simplement à accompagner les politiques, à faire la claque, comme on dit, lors des événements électoraux, à s'assurer de la protection de ceux-ci et quelque part à les valoriser alors qu'ils n'avaient pas accès aux ressources gouvernementales. Progressivement, l'APR a décidé de dévoyer ce rôle et les a constitués en milices. Cette évolution a produit un certain nombre de conséquences importantes. On l'a vu notamment avec un certain nombre de nervis qui, en 2019, ont cherché à réclamer une reconnaissance dans leur action. On a vu le président des Marrons de Feu, donc le groupe de sécurité qui entourait M. Sall, réclamer son intégration à l'appareil de pouvoir gouvernemental et être payé sur les télévisions sénégalaises. Ibrahim Doy joue aujourd'hui encore un rôle cardinal dans l'organisation des nervis et dans la répression paragouvernementale des mouvements d'opposition au pouvoir en place. Birame Faye s'est vu octroyer un poste de ministre auprès de M. Diom, dans l'objectif de formaliser, de légaliser une partie de ces réseaux illégaux. La création de l'agence de sécurité de proximité, des agents de sécurité de proximité, avait pour vocation de créer au sein de l'État un corps parallèle à celui des forces de sécurité et de défense, qui, certes moins formés, aurait une latitude plus grande à l'heure de commettre les exactions dont nous parlons. M. Birame Faye a évidemment continué son double jeu, à la fois comme ministre et comme organisateur de ces forces de répression illégales. Birame Faye joue donc un rôle clé au sein de cet appareil de répression que nous décrivions auprès de M. Antoine Diome. M. Antoine Diome qui est, par cette voie de fait, directement impliqué dans la commission des crimes qui sont responsabilité de ces nervis. Il apparaît par ailleurs, et c'est un point que j'ai oublié de mentionner, que M. Antoine Diome a récupéré de façon très opportune la tutelle partagée avec M. Sidiki Kaba sur Moussa Fall. Moussa Fall, en tant que haut commandant de la gendarmerie, a des attributions de sécurité publique, ce qui permet de coordonner son action avec Antoine Diome et ce qui permet justement de s'assurer qu'il y a une centralisation de la prise de décision par rapport à ces forces parallèles entre gendarmerie, police et les nervis eux-mêmes, de façon à s'assurer que leur action sur le territoire se passe en bonne intelligence et sans confusion. Alors, au-delà de ces notables qui ont leurs propres nervis, comme ceux que j'ai cités, qui sont pour certains au gouvernement, au-delà de Birame Faye et de ceux qui organisent ces nervis, au-delà des personnalités qui, comme Sidiki Kaba, ont des responsabilités formelles, il y a évidemment les hommes de main, c'est-à-dire ceux qui vont faire l'intermédiation entre les forces officielles et les forces officieuses. Parmi celles-ci, quelqu'un qui a été vu pendant la crise qui vient de se dérouler très régulièrement auprès de Moussa Fall, au haut commandement à la gendarmerie, Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki qui travaille en lien direct avec la présidence, qui se coordonne avec le haut commandant à la gendarmerie et qui organise sur le terrain, avec Abdoulaye Sall notamment, le recrutement et l'action des nervis en question. Jérôme Bandiaki, j'aimerais le prévenir que l'on a un certain nombre d'informations sur lui qui font qu'il aurait intérêt à parler, à s'expliquer, ou à surtout ne jamais sortir du territoire sénégalais tant que le régime n'aura pas changé. Monsieur Bandiaki, nous savons tout sur lui, comme un certain nombre d'autres individus qui pensaient pouvoir se couvrir, qui pensaient du fait de leur absence de fonctions officielles ne pas faire l'objet de répression. Nous connaissons le moindre de ses déplacements, des endroits où il s'est trouvé, où il se trouve, des fonctions qu'il exerçait, de son rôle de gardien à Leclerc, jusqu'à aujourd'hui, les lieux de ses actions, de ses habitations, de ceux de ses enfants, la voiture qu'il conduit.
Et nous n'aurons aucune difficulté à l'identifier, à le faire arrêter, le faire juger, lorsque les conditions seront présentes sur le territoire sénégalais. Jérôme Bandiaky ne travaille pas seul, et nous avons, au-delà de Youssoupha Niang que j'ai mentionné, un certain nombre d'autres suspects, d'individus qui, comme la main droite de Youssoupha Niang, Pape Ndiaye, comme Malamine Sonko, le responsable financier d'Enervi de Doudouka, comme Alpha Omar Sow, le relais de Doudouka à Yambel Nord, et territoire après territoire, je pourrais continuer, à Mbour, à Ziguinchor, qui ont des responsabilités dans la commission des crimes. Nous avons aussi l'identité des lutteurs qui jouent un rôle cardinal dans cette répression aux côtés d'Enervi. Nous avons leurs photos, nous avons leurs identités, nous avons surtout leurs responsabilités, les montants qui sont virés par téléphone, par des virements sur des applications téléphoniques, en cash ou d'autres façons. Voilà une présentation un peu générale, mais qui permettra aux personnes qui ont prétendu qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport au travail que l'on avait mené, de se rendre compte de l'ampleur des informations que nous avons recueillies, de leur niveau de détail, et du fait que, dans un pays comme le Sénégal, la commission de crimes ne passe pas inaperçue. La participation à la commission de ces crimes ne passe pas inaperçue. Et je comprends bien que Macky Sall pense, avec son parrain de l'Élysée, aujourd'hui pouvoir échapper à toute poursuite, et qu'il pense, parce qu'il a reçu monsieur Karim Khan à Dakar, qui a commis une erreur manifeste. Le procureur de la Cour pénale internationale a commis une erreur manifeste en venant louer le régime de Macky Sall, alors que 14 personnes étaient déjà mortes. Parce qu'il leur a donné l'impression qu'il pourrait en toute impunité continuer, sans conséquence, pour leur devenir politique et pénal. Je comprends que Macky Sall cherche aujourd'hui à Paris à faire monter les rumeurs sur sa supposée candidature pour essayer de divertir le tir. Mais je tiens à l'assurer que nous ne sommes pas dans un agenda politique et que les éléments que nous avons recueillis vont le poursuivre jusqu'au dernier de ses jours. Qu'il se représente ou non en février, qu'il soit élu ou non, qu'il parte du pouvoir demain ou jamais. Ces éléments sont suffisamment larges, étayés, pour que l'ensemble des personnes dont nous avons parlé aujourd'hui aient à se préoccuper de leur devenir à jamais. C'est donc avec un esprit de sérieux et de responsabilité très important que nous vous les présentons, en étant très attentifs aux sources qui nous ont permis de les compiler, en ayant croisé l'ensemble des informations que nous avons reçues, mais aussi avec une assurance assez forte quant à leur véracité et l'effet qu'elles auront. Est-ce que ces éléments, en soi, suffiront à mettre fin à l'impunité? Non. Et c'est un dernier point que je voulais aborder, avant de répondre à vos questions. Le devenir du Sénégal appartient aux Sénégalais. Et nous espérons fondamentalement que des poursuites se dérouleront sur le territoire pour mettre fin à cette impunité. Ce qui se passera, une fois les informations entre les mains des citoyens, dépend de ces citoyens. Elle ne dépend pas de l'action d'un procureur seul, elle ne dépend pas d'un avocat, elle ne dépend pas d'un politicien. Elle dépend de la capacité des Sénégalais à surmonter la peur, à surmonter la violence qu'ils subissent et à s'assurer que leurs droits seront respectés. Je suis prêt à répondre à vos questions aujourd'hui et à vous donner tout détail qui serait nécessaire à la compréhension des éléments qui viennent de vous être présentés. Est-ce que quelqu'un peut